j'aime bien les mangas de Hiro Mashima. Et non pas du « ouais, j'aime bien Fairy Tail par nostalgie, mais maintenant que j'ai grandi, je réalise que c'est un peu de la merde, mais bon, j'aime toujours quoi ». Non, j'aime juste bien les mangas de Hiro Mashima. De toute façon, pour avoir de la nostalgie, faudrait-il déjà avoir grandi avec ces mangas, ce qui n'est pas du tout mon cas. En vrai, j'ai longtemps esquivé Fairy Tail à cause de tous les influenceurs qui en disaient du mal. Comme beaucoup de gens de mon époque en fait. Mais bon, j'ai grandi. J'ai réalisé que ces influenceurs n'ont pas les mêmes goûts que moi, et que je n'ai pas les mêmes goûts qu'eux. Et j'ai aussi réalisé que certains de mes potes détestent Fairy Tail sans avoir ne serait-ce que touché à Fairy Tail. Du coup, quitte à ne pas aimer Fairy Tail, autant ne pas l'aimer en le connaissant. J'ai donc commencé à l'aimer durant une période de ma vie où j'avais que ça à foutre la moitié de mon temps. Bonjour monsieur, je suis au regret de vous annoncer que vous avez un cancer. Vous allez maintenant passer une semaine sur deux à comater, dormir et vomir. Bon 9 mois de chimio à vous. Et je n'ai jamais fini l'anime. Car entre deux, je me suis rétabli, et que l'anime, on va pas se le cacher, il est pas ouf. La mise en scène est plate, les visuels ne sont pas spécialement beaux, l'animation, c'est souvent de la freeze frame, on dirait du Blue Lock. Seules les musiques de Yasuharu Takanashi sauvent un petit peu l'ensemble. Après, je lui reconnais que j'ai pas détesté les arcs fillers. Bref, c'est un anime que je trouve juste bon à promouvoir le manga et à remplir ma playlist Spotify. Après, j'ai pas détesté, sinon j'aurais pas enquillé en lisant les 63 tomes du manga. La pub a plutôt bien marché sur moi, on va dire. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui on va parler de Fairy Tail. Le paradoxe de la perfection, c'est qu'on ne l'atteint jamais. Même quand on croit pouvoir la toucher du doigt, elle est toujours inaccessible. Il y en a qui lisent qu'il est fait et n'y voient en définitive qu'un simple fait divers. D'autres lisent l'inscription sur l'emballage d'un chewing-gum et y découvrent les secrets de l'univers. Alors, même si Fairy Tail est quand même assez connu, je vais quand même faire un petit résumé. Mais par contre, mon résumé, il risque de heurter la sensibilité des pros, c'est Natsu le personnage principal, et des pros, c'est Lucie le personnage principal. Non mais, sérieux les gars, on s'en fout. C'est comme le débat pain au chocolat chocolatine. Fairy Tail se passe dans un univers à la vibe medieval fantasy, et plus précisément dans le royaume fictif de Fjord. Nous y suivons Fairy Tail, une guilde de mages dont le travail est de répondre à des missions données par les habitants de Fjord. Missions allant de « j'ai besoin d'un comédien remplaçant pour ma pièce de théâtre » à « merci d'éliminer le démon millénaire qui menace la ville ». Tout au long de l'aventure, moult membres de la guilde vont être développés, mais le récit se centre principalement sur 4 d'entre eux. La constellationniste Lucie, une jeune femme ayant rejoint la guilde au tout début du récit et dont la magie repose sur l'invocation d'esprit. Le Dragon Slayer Natsu, un mage mangeant du feu pour booster sa propre magie de feu, magie qu'il a appris auprès de son père dragon. Le mage de glace Grey, utilisant la glace pour la modeler selon son imagination, et la mage épéiste Erza, une combattante faisant magiquement apparaître des armures, lui donnant différents boosts au combat. Et Fairy Tail est un manga écrit avec le cul. C'est nul! J'ai dit que j'aimais Fairy Tail, pas que c'était bon. Si tant de personnes défoncent l'œuvre, c'est qu'il y a quand même une bonne raison, et quand même certaines mauvaises. Déjà, le plus flagrant, l'état d'écriture. Fairy Tail, c'est bourré d'incohérences. Que cela soit des incohérences scénaristiques, de lore, de fonctionnement de la magie, de son univers, ou même visuel. Mais le premier à en rire, c'est Mashima lui-même, à travers des sessions de questions-réponses animées par Lucie et Mira Jane, deux personnages de l'histoire, des sessions où il essaye de répondre avec humour, ou des fois de noyer de poisson, aux questions que le lecteur se pose sur l'œuvre, dont beaucoup qui relèvent des incohérences. En vérité, Mashima ne pensait pas écrire une histoire de plus de 60 tomes, il pensait boucler son histoire en une dizaine de tomes, et ensuite passer à autre chose. Avouons lui-même qu'il improvisait le scénario semaine après semaine, sans aucune idée d'où il allait. Là où pour son manga précédent, Rave, il avait effectivement toute son histoire planifiée à l'avance, là où pour son manga suivant, Eden Zero, il fera un petit peu un mélange des deux façons de faire. Il planifiera les grandes lignes, mais s'offrira quand même pas mal de liberté. Le plus grand signe de cette improvisation totale de l'histoire, ce sont les grands méchants, Zelef et Acnologia. Il s'agit des deux antagonistes principaux qui nous sont introduits à partir de l'arc de l'île Tenro, c'est-à-dire aux alentours des tomes 24 à 30. Le manga faisant 63 tomes, c'est-à-dire que les deux menaces principales du manga arrivent au tiers, presque la moitié du récit. Et on peut pas dire qu'ils représentent une grosse menace avant le grand final. Ils sont là, quelque part, on sait qu'ils vont revenir, mais bof,
on s'en fout. Les plus tatillons me diront que je me trompe, car ils sont introduits bien avant l'arc de Lythenro, et merci de me le faire remarquer, car on en vient là où je voulais aller. Mais avant ça, vous connaissez l'univers de Donjons et Dragons, car dans Donjons et Dragons, il y a lui. Il s'appelle Vecna, c'est l'un des antagonistes les plus populaires du jeu. Il est apparu pour la première fois en 1990 dans l'aventure officielle Vecna Lives. Mais Vecna, c'était un nom déjà connu des joueurs de D&D depuis 1979, car il était lié à 2 artefacts puissants du jeu, mais avant 1990, Vecna, c'était juste un nom pour rendre l'univers plus vivant et absolument pas un personnage. Et Zélef et Aknologia, c'est exactement pareil. Avant Lythenro, Zélef, c'était que le nom d'un ancien mage maléfique ayant créé des tas d'artefacts, de démons, que l'auteur sortait de sa poche pour ne pas trop s'emmerder à écrire le lore de chaque menace qu'il oppose au protagoniste. Une guilde veut détruire une ville avec un artefact puissant, d'où vient l'artefact? Bon, il a été créé par Zélef. Une secte veut utiliser un démon pour dévaster une région, comment a-t-il su la méthode pour l'invoquer? Zélef, il l'a écrit dans un livre. Zélef n'a jamais été l'instigateur des événements, mais juste une ancienne menace disparue depuis très longtemps, dont l'héritage servait de prétexte pour raconter des péripéties. Et Aknologia, c'est sans doute encore pire. Avant Tenro, il était juste à peine cité par Gildart, le plus puissant mage de Fairy Tail, comme étant un dragon lui ayant fait échouer sa quête. Il ne sert qu'à balancer l'information comme quoi les dragons sont encore en vie, car à ce moment du récit, on sait que les dragons ont disparu depuis des années pour une raison inconnue. Du coup, arrivé à l'arc de Lythenro, ça sent un petit peu que Mashima a dû improviser 2 antagonistes à mettre sur le chemin. Du coup, il a repris 2 éléments anecdotiques et les a rendus plus palpables. Et surtout quand on se rappelle de l'information comme quoi le manga avait déjà 15 ou 20 tomes de plus que ce qui était prévu initialement, ça la fout mal. Et après la mise en place de ces 2 menaces, faut pas s'attendre à ce que Fairy Tail cherche activement à les arrêter pendant la seconde moitié du manga. Non. La guilde, elle est pas là pour être active de l'histoire, mais réactive. Si Zélef et Aknologia ne viennent pas confronter la guilde s'en bat la race, et elle reprend juste son train-train habituel. Il y a 2 entités capables de détruire le monde qui se baladent tranquillement, mais eux, ils bougeront pas tant que les 2 zigotos viendront pas à eux. Et ça, c'est juste un élément narratif sur lequel je m'arrête. Mais il y en a plein d'autres qui montrent que l'auteur ne maîtrise pas son récit, et se laisse juste porter par le courant de ses envies du moment. Par contre, je vais quand même prendre le temps de défendre Fairy Tail sur une de ses plus grosses critiques, le pouvoir de l'amitié. Alors c'est assez connu, dans Fairy Tail, les affrontements sont assez rarement remportés par une technique supérieure ou une tactique ingénieuse, mais par le sacro-saint pouvoir de l'amitié qui rend plus puissant. Et le manga le justifie parfaitement dès le début, donc je vois pas trop le problème. C'est acté que dans cet univers, l'amitié et l'amour sont des formes de magie très puissantes. Et bizarrement, je vous vois rarement le reprocher à Harry Potter. Alors que c'est exactement la même chose, Dans Harry Potter, si Harry a survécu au sort de Voldemort, c'est car Lily l'a protégé grâce au pouvoir de l'amour. Et aussi parce que Voldemort est incapable d'en éprouver. Ne me dites pas que vous avez fini par avoir de l'affection pour lui. Expecto patronum. Lily, après tout ce temps, à jamais. Et ne parlons même pas de la série My Little Pony de Lauren Faust, parce que c'est carrément dans le sous-titre de la série. Le pouvoir de l'amitié fait partie du contrat posé par Fairy Tail dès le début, et il a été respecté. Par contre, en parlant de contrat non respecté, il y en a bien qui l'a pas vraiment été. Si vous connaissez Fairy Tail, même de loin, vous savez déjà de quoi je parle. Plus jolie que toutes les filles qui posent en couve des magazines. T'es le fantasme de tous les hommes. T'as un corps fait au Photoshop de 100 mètres carrés de poitrine. Tes gosses manqueront pas de calcium parce que t'es bonne. Fairy Tail aime vraiment beaucoup mettre en avant la plastique féminine. Et même si cet élément est mis en place dès le premier chapitre, il faisait pas vraiment partie du contrat. Dans les débuts de Fairy Tail, la sexualisation des personnages féminins était assez mineure, discrète et cohérente avec les personnages. Lucy qui laisse entreapercevoir son balcon pour avoir une ristourne chez le vendeur dès le premier chapitre. Perdu dans la contemplation des obus de la belle, le tavernier en oublia l'objet de son affaire. Les yeux rivés sur les tétons, leva les bras au ciel.
Ça permet de définir le personnage, et ça passe, car ce n'est pas la narration qui l'objectifie, mais elle qui fait preuve de ruse pour arriver à ses fins. Miragen qui pose dans des magazines de mode, allant parfois dans le sexy, c'est un petit élément narratif qui permet de comprendre la popularité du personnage auprès du public, et faire d'elle l'égérie de la guilde. Alors oui, ça permet aussi au lecteur d'un peu se rincer l'œil, mais c'est pas envahissant, car ces moments sont assez rares et bien placés. Au début, car plus le manga avance, plus ça devient abusé, à tel point que même moi, qui suis quand même assez peu dérangé par la sexualisation des personnages, même moi ça a commencé à m'agacer. Cette sexualisation grandissante a commencé doucement avec un cadrage clairement réfléchi pour mettre en avant les corps féminins, sans pour autant être trop flagrant, c'est même possible de lire ces passages sans y faire attention, et puis plus le manga avance, moins l'auteur essaye de rendre ces passages discrets, quand il n'en joue pas complètement en les justifiant scénaristiquement. L'arc le plus représentatif de ce point de non-retour étant le grand tournoi de la magie, avec son concours de bikini et l'épreuve de la bataille navale. Et ça c'est rien, les arcs suivants iront encore plus loin dans la sexualisation, n'essayant même plus de le justifier. Après, je vous avoue que l'auteur aime bien les blagues autour du BDSM, et si vous avez vu la vidéo sur Sunstone, vous devez comprendre que c'est pas vraiment pour me déplaire. C'est complètement mon humour en fait. Mais ce qui énerve le plus les gens, surtout les femmes aimant ou ayant aimé Fairy Tail pour ses personnages, c'est que si on ne prend pas en compte leur sexualisation permanente vers la fin, bah le manga a un très bon cast féminin, et beaucoup de femmes se sont déjà identifiées à l'une d'entre elles ou été inspirées par l'une d'entre elles. Lucy, Erza, Miragen, Kana, Wendy, Rebi, pour ne citer que les plus connus. Et non, j'ai pas oublié Jubia, je l'ai juste ignoré. Malheureusement, le male gaze a joué contre le symbole que ces femmes auraient pu représenter. Pour ma part, j'arrive à passer outre leur sexualisation et de profiter de ce qu'elles ont à proposer, autre que leur plastique avantageuse, mais je comprends que c'est un point de rupture pour une grande partie du public, surtout féminin. Depuis le début de cette vidéo, quelque chose me dérange. Tout ce que je déblatère, ce sont pas mes arguments. Enfin, si, mais je ne fais que rebondir sur les points les plus critiqués de l'œuvre en y apportant mon point de vue. Mais ce n'est pas ce dont j'ai envie de parler en abordant Fairy Tail. Mon appréciation du manga n'est pas liée à ces points. Du coup, pourquoi j'aime Fairy Tail ? Avez-vous déjà fait du jeu de rôle papier ? Pour ma part, c'est un loisir que je pratique presque toutes les semaines avec ma bande de potes du collège. C'est notre rendez-vous hebdomadaire pour partager du bon temps entre potes. En JDR, il y a plein de façons de raconter une campagne longue, mais deux styles de narration ressortent un petit peu plus. Ce que j'aime appeler les campagnes d'aventuriers et les campagnes de mercenaires. Ou de guildes, c'est la même chose. Les campagnes d'aventuriers, c'est un voyage avec souvent un objectif à long terme à accomplir. Le groupe reste majoritairement ensemble et en mouvement, il ne stagne pas trop dans un lieu-dit et va souvent de petite quête en petite quête. Pour comparer au manga, c'est la narration typique de One Piece. Cette narration investit mieux le joueur dans l'aventure, mais qui a pour gros défaut que, si un ou plusieurs joueurs ne sont pas disponibles, ça ne peut pas avancer. Puis il y a les campagnes de mercenaires ou de guildes, où les joueurs commencent et finissent chaque session dans un même lieu où leur sont proposées des missions par le maître de jeu. Le MJ va soit leur imposer des missions, soit leur proposer de choisir une mission parmi un panel de missions plus ou moins difficiles. C'est un système qui a tendance à scléroser un petit peu la narration. C'est beaucoup plus difficile d'investir des joueurs dans une histoire qui repose sur le fait de faire des missions qui n'ont pas forcément de rapport entre elles. Un joueur n'est pas disponible ? En soi, c'est pas grave, on sait que son perso restera au QG et on pourra le retrouver pour la prochaine mission. C'est vraiment une narration qui se veut moins prise de tête. Pour comparer au manga, vous me voyez venir, c'est la narration de Fairy Tail. Natsu, c'est votre pote ensorceleur de feu avec une intelligence négative qui va balancer sans réfléchir des tornades de feu en pleine ville pour neutraliser un simple bandit. Lucy, c'est votre invocatrice qui est mise en PLS au moindre ennemi au corps à corps, mais qui a un gros bonus de charisme pour séduire. Erza, c'est votre épéiste suroptimisé qui peut attaquer 5 fois par tour et qui fait beaucoup trop de dégâts. Ce qui vous oblige des fois à rehausser un peu la difficulté du combat juste à cause d'elle. Et Grey, c'est votre mage de glace qui utilise plus ses sorts d'environnement que de combat en combat, mais qui fait preuve d'une créativité dans ses actions. Mélangez tout ça à une ambiance très bande de potes, et vous avez une très bonne retranscription d'à quoi ressemble une partie de jeu de rôle, pas trop prise de tête. De plus, vous vous souvenez quand j'ai parlé de la narration incohérente car l'auteur improvise tout au fur et à mesure. Quiconque a déjà masterisé sait ce que c'est que d'improviser une histoire au fur et à mesure. La cohérence en jeu de rôle, on fait ce qu'on peut pour la maintenir, mais il y a une phrase très connue des rôlistes. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Donc oui, Fairy Tail
Je l'aime car j'y retrouve l'ambiance que j'aime déjà dans les jeux de rôle, sans prise de tête. Et je ne l'aime pas malgré ses incohérences. Je l'aime avec ses incohérences, pour ses incohérences. En plus, je trouve qu'essayer de trouver des explications cohérentes pour justifier les incohérences, c'est plutôt rigolo et c'est un exercice qui stimule la créativité. J'aime suivre les personnages de Fairy Tail autant que j'aime suivre les groupes de mes joueurs, car pour moi Fairy Tail, avant d'être un manga de baston, c'est un manga sur une bande de potes, avec de la baston. J'interromps 2 secondes, c'est le Nathan du montage. J'avais oublié de dire que un autre point qui me fait dire que justement Fairy Tail est un côté très jeu de rôle, c'est avec la série Eden Zero, où dans le Eden Zero, il y a un personnage dont le pouvoir justement est d'utiliser des dés de jeu de rôle. Voilà, c'est un petit détail que j'aime bien. Et vous savez qu'en plus du jeu de rôle, il y a un autre truc que j'aime bien faire avec mes potes. C'est un petit jeu vidéo qui me fait aussi beaucoup penser à Fairy Tail. Et si vous aviez été attentif, vous savez déjà de quoi je parle. Ce n'est pas un secret, Mashima adore la licence Monster Hunter. Et ça se ressent dans Fairy Tail, avec le fonctionnement de la guilde rappelant étrangement les guildes de chasseurs de Monster Hunter, avec le légendaire tableau des quêtes et le classement des quêtes par niveau de difficulté. Et les Monster Hunter, bien que de bons jeux solo, sont surtout d'excellents jeux multijoueurs coopératifs. Bon, en vrai, j'aime pas beaucoup jouer à Monster Hunter en solo, c'est vraiment mon jeu pour passer un bon moment avec mes potes. Mais non, pas le barbecue du con. Là, tu fais un barbecue en plein milieu. Je l'ai sur ma caméra. C'est pas le moment, hein. Non, mais je voulais les guisoires, mais barbecue, je voulais juste à côté. Alors, oula, putain. Dégage. Le pire, c'est que moi, je l'ai même pas touché, le Balazak. Il y a que toi que j'ai touché. Heureusement que je faisais rien. J'avais pas vraiment... Oh putain, il se barre dans le même sens. Bon, je vais récupérer la queue. Et tout ça, tous ces bons moments passés avec des potes sur le jeu, ça se ressent dans l'ambiance de Fairy Tail. Fairy Tail transpire complètement de cette ambiance. D'ailleurs, Mashima a lui-même écrit un manga dans l'univers de Monster Hunter Orage, qui est assez sympathique, montrant bien que Monster Hunter et Mashima, c'est une grande histoire d'amour. Au passage, un petit conseil si vous lisez ou relisez Fairy Tail, lisez les chapitres 252 et 253 en écoutant le thème de la Baselgeuse de Monster Hunter World. La Baselgeuse, c'est un monstre de Monster Hunter World qui a la particularité de pouvoir apparaître n'importe quand lors d'une chasse et complètement vous pourrir gratuitement la partie en attaquant comme un bombardier kamikaze. Entendre les premières notes de son thème musical suffit à trigger n'importe quel chasseur, sauf si comme moi il est un maso qui adore la combattre. Son thème musical est parfait pour accompagner ce chapitre. C'est encore Nathan du montage pour un petit détail amusant, c'est que si vous regardez l'anime Fairy Tail en VF, et que vous jouez aussi à Monster Hunter en VF, il y a une voix que vous avez trouvée en commun entre deux personnages qui se ressemblent quand même pas mal, Lucy de Fairy Tail et l'assistante de Monster Hunter World. Ça sert à rien, mais je suis tellement content de l'avoir remarqué. Oui, c'est vrai, mais il y a un sort qui pourrait peut-être marcher. Rébi, Fried, on doit trouver le livre qui contient ce sort. Venez le chercher avec moi à la bibliothèque de la guilde. Vous en faites pas pour lui. Et triomphe toujours. Je le sais. C'est mon partenaire depuis le début. Croyez-moi, c'est le seul qui puisse y arriver. C'est le plus grand chasseur de la 5e flotte. Le meilleur. Voilà, ce n'est pas pour des raisons objectives, intellectuelles ou nostalgiques que j'aime Fairy Tail. Et je l'assume complètement. C'est purement pour un sentiment de bien-être au sein d'une bande de potes. Un sentiment d'aventure sans prise de tête. Une histoire simple, mais qui parvient à m'emporter. Fairy Tail, c'est une ambiance qui me donne envie de constamment y retourner pour découvrir la suite des aventures de cette guilde haut en couleur, et qui, pour mon plus grand bonheur, continue après son grand final. L'important, c'est le voyage, pas la destination. Mais existe-t-il une destination pour les membres d'une guilde
qui veut juste passer du bon temps ensemble. Bonjour, c'est Nathan. Voilà, j'arrête de me présenter comme le technicien. Vous aurez pu voir que le nom de la chaîne a changé. Juste une envie, j'avais plus envie d'utiliser ce pseudonyme et je préfère que ce soit un nom d'émission, un nom de chaîne plus qu'un pseudonyme. Donc déjà, n'hésitez pas à venir interagir en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Et pareil, vous pouvez aussi venir interagir avec moi sur Twitter, où je suis plutôt réactif. Je shitposte beaucoup sur Twitter. Dans la vidéo, j'ai utilisé des extraits de Monster Hunter World, qui sont des vraies images de gameplay de moi et mes potes, qui sont en fait sur la chaîne non répertoriées depuis bien avant la première vidéo. Je mettrai les liens, parce que je suis assez fier, c'est assez rigolo. T'as une mauvaise saturation du son, hein, je maîtrisais pas du tout à l'époque, hein, je maîtrise toujours pas très bien. Donc n'hésitez pas à venir regarder, c'est rigolo. Aussi, petit instant publicitaire, je suis régulièrement invité sur les lives de Twitch du samedi soir à 21h sur la chaîne de MJ Fermela. Donc on critique tous les samedis soirs 3 films, pour l'instant sélectionnés par ses donateurs. Et je prête ma voix aussi pour la chaîne de vulgarisation politique Dessine-moi une question. Dessine-moi une question, donc une petite chaîne avec des marionnettes où je prête ma voix aux techniciens, donc la chouette cornue. Voilà. C'est tout ce que j'avais ajouté sur ce. À la prochaine vidéo qui j'espère ne sortira pas dans 3 mois.